Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les réalités de l'aquaponie au Québec. Donc présenté par moi-même, ma collègue France Ami, également technicienne aquacole au MAPAC à la Dreilly, et également mon collègue Dominique Marcotte, ingénieur. La section où est-ce qu'on parle de la certification biologique m'a été, complétée par deux de mes collègues. Merci. Donc, Michel Bélanger et M. Turcotte. Je vais vous présenter, dans le fond, la conférence. En point 1, les mandats donc, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. En point 2, le portrait canadien-québécois de la pisciculture d'aquaponie. En point 3, l'aquaponie en bref. En point 4, la certification biologique. En point 5, la réglementation concernant la pisciculture au Québec. En point 6, les principes piscicoles. En point 7, la pisciculture en recirculation intensive, la PRI. En point 8, les deux systèmes aquaponiques. Et finalement, en point 9, les investissements et revenus pour une pisciculture de 5 tonnes. Donc, dans les mandats du MAPAC, vous avez donc la section pêcherie qui concerne la pêche et l'aquaculture commerciale, composée de 4 actions régionales, la Côte-Nord, la Gaspésie, les Îles-de-Madeleine et l'estuaire et eaux intérieures. Dans les mandats du MAPAC, donc la DRI offre son soutien technique sur l'ensemble du territoire du Québec pour l'aquaculture, ce qui exclut la mariculture, qui, soit dit en passant, n'est pas la culture du cannabis, mais bien celle de l'aquaculture en eau salée. Le mandat aquacole de la DRI concerne uniquement les organismes aquatiques, donc tant végétaux qu'animaux. Si, par exemple, quelqu'un nous présente un projet d'élevage d'escargots terrestres, on ne va pas l'appuyer techniquement ni lui desservir notre permis. Et au point de vue végétal, on parle vraiment principalement des algues et plantes aquatiques. Donc, quelqu'un qui veut faire de la spiruline, oui, ça fonctionne, mais si on parle de laitue dans le système hydroponique, ce n'est pas nous qui allons intervenir. Donc, la DRI, comme Mme Lambert l'a expliqué, offre son soutien technique aux entreprises aquacoles, donc la santé du cheptel, gestion de la production et la régularisation et ou augmentation de la production. Puis dans le développement du secteur aquacole, on va aborder les réalités de la pisciculture avec le promoteur, notamment la réalité économique, également tout l'aspect réglementaire assez lourd qui entoure les piscicultures. Ensuite, on va évaluer le potentiel aquacole du site. Soit dit en passant, c'est rarement dans la cour du promoteur, le site idéal, mais quand c'est le cas, c'est toujours une bonne chose. Et puis, si tout fonctionne encore, on accompagne le promoteur dans les démarches réglementaires qui, soit dit en passant, peuvent s'échelonner sur une période de 2 ans, ou même un peu plus parfois. Donc, un bref portrait canadien-québécois de la pisciculture et de l'aquaponie. Bon an, mal an, au Québec, la production piscicole s'échelonne par environ sur 1100 tonnes, celle du Canada sur 150 000 tonnes. Et puis, présentement, à notre connaissance, il n'y a pas d'entreprise commerciale aquaponique canadienne qui produit des salmonidés. Donc, si on résume l'aquaponie, c'est 2 systèmes interreliés de production de biomasse. Le premier étant l'aquaculture. Donc, on parle d'une production de biomasse animale aquatique. Normalement, on parle de poissons, donc de pisciculture, la pisciculture étant incluse dans l'aquaculture. Et puis, par la suite, il y a un système de production végétale. Donc, on parle normalement de végétaux là, pour la consommation humaine, notamment légumes et fils d'herbe. On voit ici un schéma assez simplifié là, de système aquaponique. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a premièrement le système de production de poissons qui est en dessous. On nourrit les poissons qui vont produire des déchets. J'ajouterais ensuite, il y a des bactéries qui colonisent tout le système qui vont transformer donc ces déchets-là en nutriments assimilables par les plantes qui sont sur le dessus. Par la suite, les plantes vont contribuer à la purification de l'eau qui retourne dans le système. Là, on parle vraiment d'un système très simplifié d'aquaponie. Au point de vue de la certification biologique, donc je vous demanderais d'être, assez tolérant. C'est vraiment pas notre créneau, mais tant que le thème de la journée, c'est le bio, on va essayer de définir de façon brève ce que sont une certification biologique qui concerne l'aquaponie.
Donc, on dit que les normes biologiques canadiennes interdisent, un mot peut-être un peu fort, donc excluent plutôt la production hydroponique. Au Canada, donc, le règlement fédéral sur les produits biologiques réfère aux normes biologiques canadiennes, donc ce qui exclut l'hydroponie. Au Québec, donc, il y a un cahier de charges qui s'appuie notamment sur la norme fédérale, et puis la culture hydroponique est également exclue. Oh, excusez. Donc, toujours au point de vue de la certification biologique, il y a la norme d'aquaculture biologique canadienne actuelle. Au Canada, il y a une révision du règlement fédéral qui inclura normalement les normes d'aquaculture biologique. Puis, les produits d'aquaculture biologique seront soumis aux normes et exigences réglementaires probablement dans l'année 2018. Donc, la norme d'aquaculture biologique, excusez-moi. OK. Au Québec, le cahier des charges en regard des produits biologiques réfère aux normes d'aquaculture biologique canadienne. Il n'y a aucune pisciculture bio présentement au Québec. Et puis, il faut se poser la question à savoir comment sera analysée une production piscicole intégrée à un système de production hydroponique, aquaponique, excusez. On va aborder maintenant la réglementation de la pisciculture au Québec. C'est un sujet qui est peut-être un peu aride, mais dont il faut quand même saisir là, les grandes lignes. Donc, il y a les différents ministères qui sont impliqués. Il y a le nôtre, le MAPAC. Ensuite, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et finalement, la municipalité où se trouvera votre projet. Donc, qui dit vente de poissons requiert donc le permis d'aquaculture en milieu terrestre. S'il n'y a pas de vente de poissons d'activité commerciale, le permis d'aquaculture délivré par le MAPAC n'est pas requis. Donc, on va aborder les différents critères qui sont nécessaires pour le ministère de l'Environnement, le MDD-LCC, qui vise l'obtention du CA, donc le certificat d'autorisation. Premièrement, ça prend une autorisation requise pour tout élément d'eau de 75 m3 par jour et plus. Ça requiert également une étude sur les impacts écologiques. Des plans et devis signés par un professionnel seront requis. Il y a également le bilan du rejet piscicole, notamment au point de vue des rejets de phosphore qui va être exigé. Ça, normalement, c'est la partie pour laquelle nous, l'ADRI, nous allons nous appuyer le promoteur. Et puis, finalement, un plan qui va expliquer la valorisation des boues. Par la suite, ça prend également le respect des objectifs environnementaux de rejet, donc les OR. Il faut s'assurer d'atteindre le traitement, l'exigence minimale du traitement standard qui consiste à réduire de 40 % le phosphore dans les rejets. Et puis finalement, il faut également respecter la grille d'analyse environnementale pour les piscicultures en fonction de l'ajout de phosphore total. Tout ça, ce sont les critères imposés par le ministère de l'Environnement pour l'obtention du permis de pisciculture du MAPAC. Ici, on voit dans le fond là, la page couverture du document là, émis en 2014 qui consiste en la grille d'analyse environnementale du ministère de l'Environnement. Ce qu'on voit ici, c'est la carte, dans le fond, des bassins versant surplus de phosphore. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que tout ce qui est au sud de la province, à partir de la limite Est, on prend la ville de Québec, et tout ce qui est au nord de Montréal est considéré bassin versant surplus de phosphore, ce qui implique que toute nouvelle pisciculture, on parle bien de nouvelle pisciculture, qui va faire un rejet dans un cours d'eau va normalement être autorisé de façon automatique. Les seules possibilités pour les nouvelles piscicultures consistent à effectuer le rejet ou bien dans le fleuve ou dans un système d'égout municipal quand c'est possible et autorisé par la municipalité où se trouve le projet. Au point de vue du ministère de la Faune, ce ministère va émettre une autorisation faunique, principalement au niveau de l'habitat. Donc, ils vont s'assurer que le projet ne va pas être néfaste pour les espèces sensibles. Et c'est également le ministère qui va gérer l'espèce que vous pouvez élever dans la zone aquacole où vous vous trouvez. Ici, on voit la carte là, des 27 zones piscicoles du Québec. Et puis ici, en vert fluo, ce qu'on voit, c'est les zones où sont autorisés l'élevage de la truite arc-en-ciel. Donc, le ministère de la Faune interdit l'élevage du tilapia. C'est souvent l'espèce la plus commune dans les systèmes aquaponiques. C'est une interdiction qui est, comment dire, qu'on attendait, je vous dirais, de changer il y a 3 ans par l'entremise de la demande d'un pisciculteur.
Le refus a été catégorique. La raison, c'est refusé parce que le règlement l'interdit. Donc, il n'y a eu aucune analyse de risque. Je vous dirais que dans les autres provinces, il y en a plusieurs qui autorisent l'élevage du tilapia sous certaines conditions, mais au Québec, pour le moment, c'est impossible. Donc, interdiction du tilapia implique l'élevage de salmonidés. Puis quand je parle d'élevage de tilapia, il faut comprendre, on parle vraiment d'élevage commerciaux. Parce qu'on est conscient que, présentement, au Québec, il y a plusieurs sous-sols de Mangalo qui ont des tilapias dans des petits systèmes aquaponiques domestiques. Mais si on parle de vente de tilapia, pour le moment, donc l'élevage et la vente du tilapia de façon commerciale est interdit. Ce qui implique que, les espèces les plus, accessibles et, à viser pour une production aquaponique, sont les salmonidés, truites arc-en-ciel, ombre chevalier et ombre de fontaine, ou plus communément appelée la truite mouchetée. Donc, qui dit élevage de salmonidés implique nécessairement l'élevage en eau froide, normalement 16 degrés Celsius au maximum, sinon il y a un stress sur votre élevage qui a une incidence sur les taux de croissance et même peut impliquer des mortalités massives. Bon, on peut se demander, mis à part les salmonidés au Québec, il y a quand même les percidés, donc notamment dorés ou perches chaudes. Ce sont des élevages considérés risqués. Premièrement, c'est un élevage plus complexe. Au niveau de la reproduction, c'est beaucoup moins simple que pour les salmonidés et il ne faut pas oublier non plus qu'au point de vue larvaire, ce sont des espèces qui exigent une nourriture vivante, donc qui complexifient, je vous dirais, l'élevage de ces deux espèces. Par la suite, je vous dirais, l'approvisionnement juvénile est limité, voire incertain. Présentement, il y a 2 piscicultures qui offrent d'année en année des juvéniles à vendre. Toutefois, leur production est plutôt variable. Et puis par la suite, je vous dirais, si on est en face de 2 espèces dont les performances d'élevage sont beaucoup moins standardisées, la principale raison, c'est qu'elles sont beaucoup moins domestiquées que, par exemple, la truite arc-en-ciel. Au point de vue de la réglementation, donc toujours des municipalités, c'est plus simple. Donc, il faut s'assurer que le projet de pisciculture va être conforme à la réglementation municipale. Toutefois, je m'en garde, même dans une zone agricole, le projet pourrait, ne pas être accepté. La municipalité a toujours, la possibilité d'exclure certaines activités agricoles, même en zone agricole. Donc, il faut s'assurer que votre projet répond à la réglementation municipale. Donc, on va aborder des principes piscicoles. Donc, les éléments requis minimaux pour une production de poissons sont l'eau et un aliment externe, qu'on va appeler moulé. Donc, l'eau représente dans le fond le milieu de vie du poisson. Un support pour l'oxygène permet les échanges physiologiques, notamment l'osmorégulation, soit l'équilibre des sels entre le corps du poisson et son milieu. Et par la suite, permet également l'excrétion des 2 principales toxines générées par le métabolisme du poisson, soit le gaz carbonique et l'ammoniac. Donc, si on aborde la moulée pour les salmonidés, sa composition, c'est les protéines pour 40 à 50 %, les lipides pour 10 à 25 % et finalement les glucides minéraux, notamment le phosphore, et les fibres pour 20 à 30 % du contenu total. Donc, qui dit gestion des protéines engendre notamment des déchets azotés qui se transforment en ammoniac, qui se trouve être une toxine pour tous les poissons, et les salmonidés sont particulièrement sensibles à la présence d'ammoniac. Il y a 2 principales façons pour maintenir l'ammoniac sous un seuil tolérable pour les poissons en production commerciale. Le plus connu, c'est par dilution, et il y a également la nitrification, qui est l'action de certaines espèces de bactéries. Donc, par dilution, il s'agit tout simplement d'ajouter de l'eau neuve sans ammoniac ou à tout le moins concentrée. C'est vraiment le modus operandi des piscicultures conventionnelles en circuit ouvert, qu'on appelle également flow-through. C'est ce qu'on trouve partout dans le monde et principalement au Québec également. Ici, on est en face, dans le fond, d'un schéma qui présente les différentes intensités de système de production piscicole. Complètement à droite, vous avez la quantité d'eau que ça prend pour produire un seul kilo de poisson. Donc, la pisciculture vraiment conventionnelle, artisanale,
de type extensif, ça peut prendre jusqu'à 50 ml d'eau pour produire un seul kilo de poisson. On parle vraiment d'eau neuve, donc d'eau qui est puisée à même l'environnement par eau souterraine ou par un cours d'eau de surface. Ensuite, je vous dirais, les piscicultures du Québec se situent normalement autour de 40 ml par kilo de poisson produit. On parle normalement par année, principalement parce que la pisciculture au Québec est surtout axée sur l'ensemencement. Les piscicultures qui font du poisson de table sont un peu plus intensives. On parle d'environ 30 000 litres par kilo produit. À partir du moment où vous ajoutez de la filtration mécanique ou un système d'oxygène pur, bien là, vous tombez à autour de 15 000 litres par kilo produit. En ajoutant un filtre biologique, on tombe à 5 000 litres par kilo produit. Vous comprenez que plus on est intensif, moins on prend d'eau. Les piscicultures commerciales les plus intensives dans le monde présentement sont autour de 500 litres par kilo produit, mais la moyenne de ces piscicultures-là se situe plutôt autour de 1300 litres par kilo produit. Donc, si on parle toujours là, des PRI, au point de vue de la nitrification, donc c'est un processus biologique par lequel les nitrates sont générés. Donc, il y a l'ammoniac au départ qui est engendré par la digestion des protéines, qui est très toxique pour le poisson. Une espèce de bactérie, nitrosomonase, va transformer donc l'ammoniac très toxique en nitrites, qui sont également toxiques pour le poisson. Et les nitrobactères vont transformer ensuite les nitrites en nitrates, qui, eux, sont beaucoup moins toxiques pour les poissons. Donc, au niveau de la PRI, je vous dirais, si on résume, la nitrification d'ammoniac dans une PRI s'effectue principalement dans le biofiltre. Le biofiltre, en fond, c'est un contenant qui offre une surface disponible par l'intermédiaire d'un média qui, souvent, ça peut être du sable, mais normalement, on parle plus souvent de petits modules de plastique qui offrent une surface pour que les bactéries puissent s'installer et effectuer la transformation de l'ammoniac et des nitrites. Donc, en PRI, vous voudrez des avantages, c'est qu'on utilise moins d'eau qu'une pisciculture conventionnelle. Ça a l'avantage de concentrer les rejets, notamment les nitrates et le phosphore. Toujours en PRI, on doit mentionner qu'en pisciculture, le rejet zéro n'existe pas. Je vous réfère au schéma de tout à l'heure. Même les plus intensives sont autour de 500 litres par kilo de production. Donc, qui dit recirculation très intensive, on envisage justement un petit rejet, mais ça demeure relatif. Donc, je vous donne l'exemple d'une pisciculture de 5 tonnes. Le 5 000 kg par année, multiplié par les 1300 litres requis pour chaque kilo, divisé par le 365 jours. À chaque jour, vous avez près de 18 000 litres quand même de rejet à gérer. Donc, en pisciculture, un rejet ponctuel, on doit le mentionner, demeure un rejet. Que ça se fasse en continu ou de façon hebdomadaire ou même mensuelle, c'est un rejet. On va maintenant aborder les deux principaux systèmes aquaponiques. Le premier, c'est le plus connu, le plus conventionnel, c'est le couplé. Donc, on commence à droite avec un apport d'eau neuve. Il va ensuite dans un système de d'épuration du boisson avant l'abattage. On va voir dans quelques diapos ce qu'est la dépuration. Par la suite, l'eau est acheminée vers le système d'élevage. Les déchets solides sont acheminés vers un filtre à tambour qui, eux, vont ensuite dans des bassins de fermentation des boues, donc du fumier. Les déchets liquides, eux, sont acheminés vers le biofiltre qui permet notamment la nitrification là, de l'ammoniac qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les nitrates qui sont générés sont envoyés vers le système de culture végétale. Au point de vue de la fermentation des boues, les boues qui sont liquéfiées contiennent une bonne partie du phosphore, va être acheminé vers le système de culture. Tout ça, cependant, engendre quand même là, des déchets qui, eux, doivent être valorisés là, au niveau agricole. Pour ce qui est du rejet liquide, on s'enligne notamment sur un rejet dans un cours d'eau, sauf que je vous rappelle là, la zone à surplus de phosphore, donc ça, à ce moment-là, pour un nouveau projet, c'est exclu, ou sinon dans un égout municipal, quand c'est possible, et autorisé par la municipalité. Le système découplé maintenant, il ressemble beaucoup au système couplé, à la différence que l'eau neuve qui entre dans le système va ensuite passer dans la dépuration, l'élevage, par le biofiltre, également dans le système de filtre à tambour. Donc, la quantité d'eau va acheminer par la culture et l'eau ne retournera pas vers le système d'élevage. Donc, l'eau ne va pas retourner dans le système d'élevage comme dans le système découplé.
Et puis, là encore, il faut valoriser les boues engendrés par les activités. Donc, on observe présentement une tendance mondiale forte de l'industrie vers les systèmes découplés. Puis, on va voir dans la prochaine diapo pourquoi. C'est que c'est principalement au niveau de certains éléments physico-chimiques qui sont difficilement conciliables dans un système aquaponique. Je vous réfère aux salmonidés qui sont probablement le seul type de poisson qu'on peut élever au Québec dans un système aquaponique. Premièrement, il faut maintenir la température d'élevage entre 5 et 16 degrés Celsius, ce qui, à notre connaissance, est relativement froid pour un système hydroponique. Ensuite, le pH doit se maintenir entre 6,5 et 8,5. Le gaz carbonique doit être de moins de 12 mg par litre. Et finalement, le fer doit être en dessous de 0,5 mg par litre. Puis donc, dans le fond, on continue les avantages d'un système aquaponique découplé. On parle d'une optimisation de chacune des boucles de production par le contrôle plus aisé des paramètres physico-chimiques propres aux espèces produites, sans oublier qu'il y a également des exigences au niveau du biofiltre. On peut presque considérer les bactéries du biofiltre comme également un troisième élevage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dépuration du poisson, donc la nécessité de faire entrer l'eau neuve dans ce système. On parle, dans le fond, quand on parle de dépuration, c'est qu'il y a un goût désagréable dans la chair du poisson qui se développe dans les systèmes à recirculation. En anglais, c'est le off flavor. Les principaux responsables sont la géosmine et les MIB, qui sont des bactéries là, qui vont profiter de la présence d'un matière organique pour se développer. Ce n'est pas dangereux pour la santé humaine, mais ça peut vraiment laisser un mauvais goût de vase, principalement là, dans la chair du poisson. C'est principalement un goût marqué dans les poissons à chair grasse. Je vous dirais, c'est déjà à la pêche, même dans un étang de pêche où l'eau devient un peu chaude, même dans un lac naturel, le fameux goût de vase, ou même parfois ce qu'on appelait le goût de moulée du poisson. C'est pas la moulée, c'est bel et bien la géosmine qui donne ce mauvais goût-là au poisson. Pour régler le problème, donc, il faut dépurer le poisson. Dans les solutions, je vous dirais, c'est la stabilisation du cheptel durant plusieurs jours. Donc, mettre les poissons à jeun et assurer plusieurs revêtements d'eau neuve chaque jour dans le bassin de d'épuration. Au niveau du ratio entre poissons et plantes, il y a le ratio conventionnel de 1 kg pour 5 à 6, 7 et même 8 kg par kilo de production de poissons. On dirige maintenant beaucoup plus pour 1 pour 2. Je vous dirais parce qu'il y a deux hypothèses principales. La première, c'est qu'en mettant moins de végétaux pour les poissons, on assure une quantité de nutriments plus adéquate pour les poissons, pour les végétaux. Et puis, finalement, je vous dirais, la tendance pour les projets de sculpture très intensifs exige des investissements très importants, des très gros tonnages. Donc, on parle de plusieurs centaines, voire des milliers de tonnes pour les sculptures en recirculation. Il faut s'aligner normalement sur une production de végétaux peut-être moins importante en ratio, mais en quantité qu'il l'est tout autant. Au niveau du système découplé, dans le fond, il faut le voir comme un système d'élevage de poissons en recirculation intensive, classique, un RAS, Reuse Aquaculture System, où l'utilisation de rejets liquides et solides de la production piscicole par la production végétale est un aller simple, finalement. L'aquaponie découpée s'apprend donc à l'agriculture classique, une production animale génère des fertilisants qui sont valorisés par la culture de végétaux, et je vous dirais, on peut se demander si finalement il y a une différence entre, par exemple, la production porcine qui valorise ses lisiers dans un champ de maïs ou une pisciculture intensive qui utilise ses rejets pour faire la culture de laitue, par exemple. On aborde maintenant les investissements et revenus pour une culture de 5 tonnes. Complètement à gauche, vous avez les équipements aquacoles requis, bassin, filtre, biofiltre, tuyauterie, oxygène, dégazage. On parle d'un investissement de 115 000 $. Je vous rappelle, c'est pour une 5 tonnes. Je vous juste vous mettre dans le contexte. Je parle du 5 tonnes parce qu'en général, les promoteurs pour l'aquaponie nous abordent avec des projets autour de 5 tonnes. Donc, finalement, vous avez le bâtiment qui peut vous coûter 72 000 $, une serre qui peut vous coûter 10 000 $. Donc, pour un coût total de projet de 187 000 $ d'investissement pour le bâtiment et de 125 000 $ pour la serre. Ensuite, vous avez deux scénarios de système aquaponique, un ratio de 1 pour 7, l'autre de 1 pour 2. Vous voyez la différence, dans le fond, là, au niveau là, de la quantité de laitue qui peut être produite avec la truite arc-en-ciel. Au point de vue de la rentabilité,
Donc, vous avez la pisciculture de 5 tonnes. Vous avez donc un revenu de 5 $ par kilo de production. Dans les coûts de la vente, okay? Donc, au point de vue là, du revenu, 5 $ par kilo, c'est vraiment le plus généreux, je vous dirais, qu'on a pu trouver au niveau des transformateurs. Donc, dans les coûts, vous avez 2,15 $ par kilo de production. Ensuite, l'oxygène, c'est 1,70 $ par kilo. On parle des traitements de produits d'eau pour 30 sous. Et ensuite, pour la main-d'œuvre, on parle de 1,50 $ par kilo de production. L'achat des œufs est également à 20 sous par kilo. Donc, pour un total, là, juste au niveau du coût des ventes, de 5,85 $. Donc, déjà, vous êtes déficitaire par rapport aux 5 $ de revenus, auquel il faut ajouter les frais fixes, notamment assurance et taxes pour 1,91 $ du kilo. Ensuite, les frais financiers, on a évalué un emprunt de 30 % du projet à 6 % d'intérêt et également avec l'amortissement, on parle de 1,34 $. Et puis finalement, une pisciculture de 5 tonnes va vous coûter 20 000 $ par année. Maintenant, je vous dirais ce qui intéresse l'aquaponie, souvent c'est au point de vue des rejets. Si on résume, il y a pour une pisciculture de 5 tonnes, 35 kg de phosphore qui vont être produits et 225 kg de nitrate. Donc, en conclusion, je vous dirais ce qu'on entend souvent quand on se fait appeler pour des projets aquaponiques, c'est que l'aquaponie, c'est bon pour l'environnement. Le gain environnemental est quand même questionnable. Vous avez vu, il y a la présence d'un rejet. Il y a également des nutriments minimaux qui sont requis pour la production de végétaux, ce qui implique un impact environnemental, excusez-moi, et puis naturellement les normes environnementales du ministère de l'Environnement, plutôt lourdes et longues, qui vont s'appliquer. Ensuite, on entend souvent, mais l'aquaponie, c'est une bonne affaire, fertilisant gratuit. Un instant, 225 kg de nitrate, 35 kg de phosphore vont vous coûter 20 000 $ par année pour une pisciculture de 5 tonnes. Et ensuite, l'investissement requis pour une PRI, comme vous avez vu, est très important, entre 25 000 et 37 000 $ par tonne de production. J'ai eu de la misère jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que l'aquaponie, c'est naturel et ça fonctionne tout seul. Vous avez vu la complexité technique d'une PRI, vous avez vu la complexité opérationnelle d'une PRI. Je vous dirais, les gens qui sont en circuit ouvert ont beaucoup plus de marge de manœuvre que quelqu'un qui pousse la machine, comme on dit, dans un système à recirculation. Les normes environnementales vont complexifier le choix de votre site. Et puis finalement, l'importance de la production du PRI au Québec pour atteindre la rentabilité n'est pas encore déterminée. Un plan d'affaires très détaillé et le plus complet possible est vraiment à privilégier. Et puis, donc, non, ça je l'ai vu. Je ne sais pas pourquoi on recule. Ah, non, OK, d'accord. Donc, vous avez donc des fiches techniques produites par MAPAC et le CRAC. Et puis, finalement, comme le dit ma collègue préférée, Francanie, elle l'a résumé. Elle a expliqué que, dans le fond, l'aquaponie, c'est simple, si on ne mesure rien, mais c'est tout un défi quand on veut quantifier et comprendre les besoins des poissons et des plantes. Je vous remercie.